Exactement, ouais, c'est aussi un schéma que tu proposes et pour moi, il y a de ça, il y a ce côté exemplarité entre gros guillemets, hein, mais de ce que tu as envie de montrer, de quel possible tu as envie de montrer à tes enfants. Et c'est vrai que moi, le premier, hein, enfin, je pense qu'on on a beaucoup été baigné dans euh, une vie réussie, c'est une vie de salarié où on a une maison, on est en couple, on a des enfants. Et en fait, ça donne aussi envie de déconstruire un petit peu tout ça et d'explorer et de montrer à nos enfants que bah, les possibles, en fait, ils sont infinis et que c'est à eux de construire le leur. Donc, moi, le premier, j'ai envie de déconstruire un petit peu tout ça et de montrer à mes propres enfants qu'on peut suivre sa propre voie Mm. sans forcément chercher à tout recopier. Bienvenue sur Terra Incognita, le podcast qui explore et qui explique la complexité du monde. Salut à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous accueillir sur ce neuvième épisode de Terra Incognita, un podcast dans l'univers de Terra Typique, avec lequel je vous propose de voyager ensemble à la découverte de concepts peu ou mal explorés dans notre paysage médiatique. En cette journée du 8 mai, et un peu pour raccrocher l'épisode avec l'actualité calendaire, nous allons aborder la question de la mémoire, mais à travers un prisme assez particulier, la mémoire anecdotique. Celle qui vient ancrer chez nous le souvenir de petits moments spécifiques. Cette mémoire qui s'étiole quand l'âge avance, qui amalgame les petits détails, les mots précis et le contexte, jusqu'à ce qu'on ne se rappelle plus que l'émotion ressentie, sans plus arriver à dire exactement pourquoi et comment l'on a ressenti cela. Je crois que tous les parents du monde se sont heurtés à cette peur, celle d'oublier les remarques candides, naïves, directes ou poétiques de leurs enfants. Combien de temps vais-je, moi, garder en mémoire la manie de mon fils à parler de peau de corne pour grignoter dans un film, ou encore sa répartie incroyable. Mange toute ton assiette. Mais papa, l'assiette elle est en verre, ça se mange pas. Mon invité du jour a, je crois, trouvé le moyen d'immortaliser ces bulles de temps. Graphiste et illustrateur, il a trouvé chez ses deux enfants les scénaristes qui lui manquaient pour narrer des histoires drôles, touchantes et universelles. Auteur des livres Sortis de nulle part et La poule aux œufs poilus, il a lancé une campagne de financement participatif pour son projet Petits mots, grandes aventures, dans lequel il recueille et dessine les pépites de réflexion de ses loulous. Bien que très modeste, il est pour moi un véritable génie du marketing dans sa dimension humaine, un créateur bourré de talent, un papa incroyable, j'en suis sûr et certain, et un artiste à ne pas louper. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'illustre illustrateur Mathieu Matenin. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Et bonjour Florian, et merci beaucoup pour cette petite présentation très sympa. Avec Voilà. plaisir. Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Bah écoute, un petit peu stressé, je te cache pas. C'est la première fois que je me prête à l'exercice de répondre à une interview sur un podcast. Donc c'est un peu une sortie, enfin sortie de zone de confort. J'ai lu un truc à ce sujet il y a pas très longtemps justement sur la sortie de zone de confort. Depuis, je préfère parler de d'étendre cette zone de confort. Et Terra Incognita, je trouve que c'est un bon endroit justement pour ça. Je suis un peu en terre inconnue pour explorer de nouvelles choses et étendre ma zone de confort. Donc merci pour ça. Eh bien, avec grand plaisir et merci à toi d'accepter de te prêter à l'exercice qui, je le sais, je suis passé par là aussi, n'est pas forcément très facile au début. Alors Mathieu, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens? Je te laisse choisir le prisme de présentation. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y aurait un million de façons de le faire. Donc je vais improviser un petit peu, mais donc moi je suis graphiste, comme tu l'as dit, depuis une dizaine d'années en freelance. Mais petit à petit, je suis en train de faire basculer complètement mon activité parce que je suis devenu papa il y a 5 ans la première fois. Euh, et ça a changé pas mal de choses. Il y a une espèce de crise de sens qui s'est installée aussi et de me dire bah, ce que je fais dans mon boulot de graphiste, ça a plus autant de sens qu'avant. Et j'ai eu envie notamment d'écrire des histoires pour les enfants. Et écrire des histoires, en fait, ça a été un petit peu le fil rouge de pas mal de choses dans ma vie. Depuis que je suis tout petit, j'adore écrire, j'adore dessiner.
Et en fait, j'ai eu envie de renouer vraiment avec ça. Donc, j'ai écrit, comme tu l'as dit, 2 livres pour enfants. Donc, La pouleuse aux poilus est sorti de nulle part. Euh, et puis là, aujourd'hui, ben voilà, j'ai envie de continuer à vivre de mes projets perso plutôt que de répondre à des briefs de clients. Donc, je suis vraiment en train d'opérer cette transition-là en ce moment. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de sortir Petits mots, grandes aventures, qui est un peu dans la continuité de mes projets. D'accord. Et les deux premiers livres, donc sortis de nulle part et la poule aux œufs poilus, c'était pas des projets qui t'appartenaient à toi, c'était des projets avec des clients ou avec des maisons Alors, d'édition? si, si, complètement. C'est vraiment venu de moi au départ. L'idée, c'était, bah, mon premier avait 2 ans à l'époque, et l'idée, c'était d'écrire un livre pour lui, en fait. C'était ni plus ni moins que ça. Il n'y avait pas d'objectif derrière, financier ou quoi que ce soit. C'était un projet perso sur lequel je mettais pas plus d'enjeux que ça. Euh, et c'est ce qui fait que j'ai pris autant de plaisir, je pense, d'ailleurs. Euh, Vraiment, je l'ai fait ouais, pour le kiff, tout simplement. Et pareil, en fait, ça a plutôt bien fonctionné, mieux que ce que j'espérais, et ça m'a donné envie de creuser un petit peu plus loin. C'est pour ça que j'ai sorti un deuxième livre un an plus tard, et qu'aujourd'hui, bah, je continue sur cette voie-là, parce que je retrouve le sens que j'avais perdu justement à répondre à des projets qui venaient pas de moi. Donc là, ça me permet de vraiment m'épanouir dans mon travail. D'accord. Donc, si je comprends bien, avant euh, cette opportunité, cette envie de créer des histoires pour ton fils, tu étais vraiment dans le fait d'illustrer les projets des autres, c'est ça? Donc, tu avais Alors, des commandes et puis... en fait, avant ça, je travaillais pour des entreprises. Donc, c'était vraiment création de logos, d'identité visuelle, de supports de communication. Euh, et en fait, j'en fais encore un petit peu aujourd'hui, mais l'idée, c'est vraiment d'inverser cette tendance-là. Parce que je racontais finalement l'histoire des entreprises, mais c'est quand même quelque chose d'assez différent, en fait. C'est retranscrire quelque chose qui vient pas de moi, en mettant un petit peu ma patte dessus. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment écrire mes histoires, écrire ce que j'ai au plus profond. Et c'est complètement différent comme approche pour moi. Et c'était pas... comment ça s'est... Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, dans cette transition, là, le fait de te dire, OK, mais maintenant, là, je pars sur quelque chose que je raconte, et puis euh, de A à Z, je parle de moi. Avant, en fait, le scénario que tu racontais, c'était, comme tu le dis, c'était pas le tien, c'était celui de quelqu'un d'autre, d'une entreprise, et, euh, et tu avais juste, entre grands guillemets, hein, je sais le travail que ça représente, mais tu avais juste à mettre du graphisme Mm. sur cette histoire, et là tu te retrouves en plus de l'illustration, devoir scénariser ce que tu as envie de raconter. Et Ouais. Ben, en fait, oui, j'ai l'impression que j'étais un petit peu les petites mains aussi des entreprises, d'une certaine façon. Enfin, ce qui a rien de péjoratif, mais par contre, je suis passé de exécutant à créateur, en fait. Et ça m'a donné plus de liberté créative, une totale autonomie sur ces projets, et pour moi, ça change tout, ouais. ok. C'est vachement plus épanouissant, en fait, je trouve, de créer à partir de rien, entre guillemets, ou d'aller chercher autour de soi tous les petits éléments qu'on va pouvoir assembler pour mixer les idées entre elles. Et voilà. Ok. Et comment... Bah, c'est un enjeu quand même assez fort, hein, de passer d'un modèle où tu as un cahier des charges, une commande, et où tu vas répondre à ce cahier des charges. Voilà, tu fais un devis. Une fois que c'est fait, tu as, la facture que tu envoies qui est payée, à quelque chose où tu rentres dans une dimension où il y a vachement plus de prise de risque quand même. Tu crées quelque chose sans forcément savoir si ça va plaire, si ça va accrocher, si tu vas rencontrer ton public. Euh, donc bon, bah, ça c'est le lot de beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. C'est
Est-ce que t'as pas eu peur à un moment avec la responsabilité d'être papa aussi, hein? Donc d'être papa et bah du coup bon quand t'as pas d'enfant à la fin du mois tu manges des coquillettes bon c'est quelque part c'est pas grave tu vois Mm. Complètement. c'est toi que ça impacte seulement quand t'as des enfants t'as une responsabilité différente et notamment je pense d'un point de vue matériel et financier. Ouais. Complètement. C'est vrai que c'est un petit peu un saut dans le vide. Et ce que j'aime bien dire, c'est que je saute dans le vide et je construis mon parachute en plein vol, en fait. Euh, c'est un peu la sensation que j'ai eue déjà une première fois quand j'ai quitté mon CDI, tu vois, il y a 10 ans pour me mettre en freelance. C'est se dire, bah, je quitte en fait une certaine sécurité financière et ouais, une situation qui est finalement confortable d'une certaine façon. Mais il y a quand même ce besoin de liberté. Il y a un vrai appel hein, de la liberté aussi, de liberté créative, de liberté de tout point de vue en fait. Et une fois qu'on a sauté, eh ben, on se sent tout de suite beaucoup plus léger. Je l'ai ressenti une première fois il y a 10 ans et là je le ressens encore en ce moment parce que j'ai mis un petit bout de temps à- comment dire, à assumer pleinement le fait que oui, j'étais en train de faire ce saut dans le vide et d'abandonner ce que j'avais de confortable et de sécuritaire pour aller vers quelque chose que je connais pas en fait. Comme tu le dis, j'ai aucune certitude sur le fait que je vais rencontrer mon public, que ça va vraiment fonctionner, ou en tout cas suffisamment pour en vivre à 100%. Donc oui, il y a tout le poids de la responsabilité aussi quand on est père de famille. J'ai la chance de pouvoir me le permettre aussi parce que bah, je suis pas tout seul. Et puis je le fais après un certain nombre d'années aussi d'expérience. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à faire quand on n'a pas ce recul-là et qu'on débute entre guillemets sans rien. Hmm. Donc là, c'est pas mon cas aujourd'hui. Et oui, je me sens, euh, je sens que c'est le bon moment pour le faire, on va dire. Ok. Ok, moi j'ai connu ça aussi, hein. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat euh, étant papa en plus de ça, histoire de rajouter un petit peu à l'insécurité et aux incertitudes, après m'être séparé de la mère de mon fils, voilà, histoire de bien être dans le truc de bon bah allez, ça passe ou ça casse. À fond, Mais ouais. en tout cas, moi il y avait vraiment quelque chose où, au niveau du salariat, bien que mon boulot était très plaisant et voilà, par, par bien des choses très épanouissant aussi, il y avait quand même des éléments très très frustrants, beaucoup de fatigue qui était générée par ce travail-là, bah, parce que le schéma classique hein, des 35 heures, enfin, je dis 35 heures, mais on se rapprochait plus des 40-50 heures au niveau de mon boulot, et puis bah, derrière, plus trop d'énergie pour m'occuper de mon gamin, puis un espèce de mal-être un peu lancinant tout le temps là, et puis bah, je sentais que c'était pas un modèle que je voulais proposer à mon fils. Mm. Et il y avait vraiment ce côté-là mais attends, si je pars sur quelque chose qui, bien que plus incertain et vachement plus épanouissement, me permet d'être beaucoup plus libre, bah, il y a aussi une valeur éducative hyper forte de ce que je veux transmettre à mon fils euh, dans ce qui est possible, dans la vie, dans le monde professionnel ou pas. Ouais, exactement. Ouais, c'est aussi un schéma que tu proposes et pour moi, il y a de ça. Il y a ce côté exemplarité entre gros guillemets, hein, mais de ce que tu as envie de montrer, de quel possible tu as envie de montrer à tes enfants. Et c'est vrai que moi, le premier, hein, enfin, je pense qu'on a beaucoup été baigné dans euh, une vie réussie, c'est une vie de salarié où on a une maison, on est en couple, on a des enfants. Et en fait, ça donne aussi envie de déconstruire un petit peu tout ça et d'explorer et de montrer à nos enfants que bah, les possibles, en fait, ils sont infinis et que c'est à eux de construire le leur. Donc, moi, le premier, j'ai envie de déconstruire un petit peu tout ça et de montrer à mes propres enfants qu'on peut suivre sa propre voie sans forcément chercher à tout recopier.
Ouais, ouais, carrément. Il y a vraiment cette culture du salariat et sous un modèle voilà, très intense, bah, quasiment inéluctable. Voilà, si tu veux réussir, faut que tu aies un CDI. De toute façon, si tu veux avoir un prêt pour ta maison, faut que tu aies un CDI. Sinon ça marchera pas. Longtemps, j'ai couru moi derrière le CDI. Je bossais dans un milieu pro où la précarité était un petit peu de mise quand même. Première fois, et la seule fois d'ailleurs que j'ai signé un CDI, je me suis dit, waouh, génial, ça y est, je suis grand, enfin. J'avais 29 ans, hein, tu vois, ça y est, je suis grand. Je peux assumer le fait d'être papa et tout ça, machin, c'est génial. Et puis je me suis rendu compte que ça avait vraiment pas changé grand-chose à mon quotidien. Euh, voilà, les difficultés financières étaient là de manière différente, mais elles étaient là aussi. Il y avait une forme de précarité économique qui existait aussi, de ne pas savoir de quoi demain serait fait. Alors en plus de ça, il y a eu la pandémie et le confinement qui sont arrivés juste derrière, histoire de rajouter encore aux incertitudes. Et, euh, En fait, ce que ça a fait, c'est juste que je suis resté plus longtemps dans ce boulot que dans les autres en me disant, mais quand même, ça serait con voilà, de lâcher un CDI, de partir sur un autre boulot où il faudra encore redécouvrir, voir comment ça marche, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, quand même, l'idée de l'indépendance professionnelle commence à germer. Ouais, c'est ça, il faut le temps que ça germe et ça se fait pas forcément du jour au lendemain, c'est aussi un cheminement personnel que moi j'ai vécu aussi. Après, je suis pas sûr qu'on soit tous faits pour entreprendre, tu vois, et le salariat convient très bien à certains, et, euh, et c'est OK, et heureusement d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, pour le coup, je me rends bien compte avec le recul que bah, c'est une vie qui me convenait pas, en fait, de faire Mm. du 9h-17h tous les jours et d'être payé de la même chose, quoi que je fasse en termes de résultats. Pour moi, il y a quelque chose qui n'était pas logique là-dedans, et le fait d'entreprendre, pour moi, enfin, je me rends compte que c'est un peu viscéral, tu vois. À un moment donné, t'as un appel qui fait que tu peux pas aller à l'encontre de ça. Mm. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup plus aligné avec ça et petit à petit, bah, je continue à ajuster pour aller justement garder le cap et aller dans la direction qui me convient le mieux. Ouais. Et il y a une démarche de remise en question qui est associée aussi quand tu es indépendant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu disais de faire du 9h-17h et d'être payé la même chose, quoi que tu fasses. Euh, Bah, moi, ça me parle beaucoup bah, parce qu'aujourd'hui, je sais que ce que je vais être payé, c'est à la hauteur vraiment des efforts que j'aurais fournis de ce que j'aurais proposé. Et bah, je peux plus me permettre de faire du présentéisme, quoi, d'être là juste pour être là, euh, de faire des trucs potentiellement vides de sens pour moi, mais juste avec l'idée, entre guillemets, de mériter mon salaire à la fin du mois. Donc il faut être là. Là, je sais qu'aujourd'hui, voilà, s'il y a un truc qui marche pas, je me pose la question de me dire, mais attends, pourquoi, qu'est-ce qui a pas marché? Et ça me met vraiment encore plus qu'avant dans une démarche d'analyse, d'évolution, d'amélioration continue. Et bah, c'est vachement satisfaisant quand même. Bah, de mois à mois, en tout cas, je le ressens comme ça, quoi. Ouais, complètement, je te rejoins. Ouais. Euh, après, non, je sais plus ce que je voulais dire. J'allais rebondir et puis je sais plus. Alors, tu nous as raconté tout à l'heure l'origine des deux premiers livres sortis de nulle part et La poule aux œufs poilus, qui étaient des histoires que tu voulais raconter à ton fils, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui diffère avec le projet que tu portes aujourd'hui, Petit mot, grande aventure? Alors,
L'approche est assez différente dans le sens où donc le premier c'était la poule œuf poilue et j'étais parti vraiment d'une valeur que je voulais transmettre. Je voulais parler de la différence, du regard des autres, de ce qu'on portait tous en nous et qui pouvait avoir de la valeur. Donc je voulais transmettre ça à mon fils et au plus grand nombre, hein, mais l'idée c'était vraiment de partir de cette valeur-là. Et pour le deuxième, sorti nulle part, c'était l'idée de parler d'écologie. Donc de façon un petit peu détournée, hein, c'est une fable, l'histoire d'un manchot qui quitte la banquise à cause de la fonte des glaces. Euh, et du coup, voilà, c'est des thématiques que je voulais aborder. Là, aujourd'hui, Petit mot, grandes aventures, c'est complètement différent dans le sens où c'est plus un travail de mémoire. En fait, c'est un peu un album souvenir que je suis en train de faire pour mes enfants, donc qui ont aujourd'hui 5 ans et 2 ans. Et en fait, bah, j'ai juste sorti mes petites antennes pour écouter tout ce qu'ils disaient à la maison parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui étaient quand même plutôt drôles et plutôt mignons qu'on n'avait pas envie d'oublier. Donc, bah, comme beaucoup de parents, je pense, on a commencé à faire une petite note dans le téléphone en notant tout ce qui était rigolo, mais en se disant, ben finalement, cette petite note, elle n'a pas la même saveur quand on la relit et est-ce qu'on va vraiment la relire plus tard, etc. Et je me suis dit, bah, finalement, j'aimerais bien en faire quelque chose avec mes compétences d'illustrateur. Et de fil en aiguille, bah, j'en ai fait une BD en fait. Donc j'ai commencé à poster quelques strips sur Instagram. Et puis j'ai vu que ça résonnait avec d'autres parents aussi. Que tous les récits les plus intimes, en fait, toutes les petites anecdotes que moi je vivais, elles avaient un côté assez universel aussi. Et il y a beaucoup de parents qui se reconnaissent en miroir dans ce qu'elle dit dans ces petits mots-là. Parce qu'ils le vivent eux aussi, pas forcément avec les mêmes mots, pas forcément avec les mêmes phrases ou les mêmes situations, mais il y a quand même des choses qui résonnent et des similitudes aussi. Donc voilà, j'ai continué à creuser ça et aujourd'hui, bah, c'est devenu un projet de livre. Donc voilà, j'ai publié 100 pages du livre en 100 jours là, sur le début d'année. Et puis bah, aujourd'hui, je suis en pleine campagne de financement participatif, donc des précommandes jusqu'au 22 mai pour permettre à ce projet d'exister. Et je trouve ça assez dingue, cette dimension universelle, justement. C'est, tu sais, c'est la question du doute quand tu proposes quelque chose à la vente, que ce soit une presta, que ce soit un produit. Bah, tu pars un peu de toi, de ce que tu as rencontré dans la vie, de ce qui t'anime, de tes envies, de tes besoins, mais sans vraiment savoir si ça va résonner chez les autres. Et je trouve ça assez fou dans ton projet, Petits mots, grandes aventures, c'est que, bah, comme tu le dis, tu parles vraiment de l'intime de votre quotidien, à toi, ta compagne, tes enfants. Et je trouve ça bah, beau et même magique, la manière dont ça résonne chez énormément de parents. Moi, je l'ai vu quand j'ai commencé à tomber sur tes publications. Bah, déjà, voilà, le côté BD m'a beaucoup parlé, le thème. Ah, bah, c'est un papa qui partage les petits trucs drôles de ses fils. Et bah, voilà, il y avait des points d'accroche. T'es indépendant, t'es papa, tes gamins ils sortent des trucs qui font sourire, voire éclater de rire, ou qui font fondre ton cœur. Et le mien, il dit pas forcément exactement les mêmes choses que les tiens, tu vois. Mais il y a quelque chose où ça s'est mis au diapason et ça m'a vraiment parlé, quoi. Et enfin, moi, j'ai pas hésité quand t'as sorti ta campagne Ulule, j'y vais Ouais, mais direct. ouais, c'est vrai que c'est plutôt inattendu au départ, tu vois. Moi, encore une fois, comme pour mon premier livre, je faisais le truc pour le plaisir et sans arrière-pensée derrière. Et au final, de voir que, ben, en fait, en tant que parents, on est tous un petit peu dans le même bateau, on a tous les mêmes galères, tu vois. On vit tous le tunnel du soir, on vit tous, et en même temps, les mêmes moments de joie hyper intenses que tu peux même pas mesurer quand t'es pas parent. Et le fait de trouver, comme tu dis, ce point d'accroche là qu'on a tous les uns avec les autres. Bah, c'est un côté un peu magique, ouais, auquel je m'attendais pas forcément au départ, et qui est quand même hyper satisfaisant de te dire, en fait, il y a toute une communauté de parents autour de ce projet-là qui est en train de se fédérer.
qui est aussi belle qu'inattendue, ouais. Ouais, et puis, alors j'ai vu que tu avais proposé aussi des espèces de petits concours sur les réseaux en proposant d'illustrer les, les petits mots des personnes qui te suivent aussi. Et comment ça t'est venu cette idée? Comment ça a marché? Est-ce que tu prévois d'en faire quelque chose ou pas? Ouais. Eh bien, écoute, au départ, je l'ai fait parce que justement, en commentaire, les gens me répondaient que eux aussi, ils avaient des petits mots trop mignons à partager. Et je trouvais ça génial. Et je me suis dit, mais c'est dommage de rien en faire, en fait. Parce que certes, moi, j'ai plein de choses à raconter. J'ai plusieurs pages d'anecdotes qui attendent d'être illustrées. Mais en même temps, ouais, les autres parents ont aussi des choses géniales à montrer. Donc, pourquoi pas même me mettre au service en tant qu'illustrateur pour illustrer toutes ces choses-là. Donc, bien sûr, je peux pas faire tous les petits mots qu'on m'envoie. Par contre, je me suis dit, bah, sous forme d'un concours, ça pourrait être intéressant. Donc j'ai demandé aux gens de partager leurs meilleures anecdotes et j'en ai choisi une, en fait, à la fin du concours pour l'illustrer, euh, qui est trop mignonne d'ailleurs. Ah oui. Et si on chuchote des pieds. Exactement. C'est Donc, c'est euh, donc, magnifique. donc voilà, et du coup, pendant la campagne, bah, j'ai un petit peu renouvelé le truc, c'est-à-dire que j'ai donné la possibilité aux gens d'acheter un ticket chance en plus du livre, qui permet de participer à un tirage au sort pour cette fois. Et à la fin de la campagne, 5 personnes seront tirées au sort pour que j'illustre leurs petits mots. Donc, il sera entièrement sur mesure avec le texte qu'on me fournira. Alors, c'est marrant parce que bah, j'ai suivi un peu tout ça, je pense, depuis à peu près le début, en janvier, quand tu as commencé à publier de manière quotidienne Mm. ces petites illustrations, ces 100 pages que tu as partagées. Et bah, là, récemment, dans la voiture, je revenais de Toulouse, donc j'avais un peu de route à faire, tu vois. Et je mets ma playlist, et puis je tombe successivement sur ma playlist de musique sur La Tristitude, la chanson d'Oldelaf. Je sais pas Mm. si tu la Ouais, connais. je vois, ouais. Et le hasard de l'aléatoire a fait que juste après avoir écouté la tristitude, je suis tombé sur la tristitude des internautes. Et il a fait ce même cheminement que toi quelque part. Il a lancé un truc, voilà, une chanson où il racontait les trucs qui le rendent tristitu. Et en fait, ça a créé un engouement dans la communauté. Au point qu'il a créer une deuxième chanson basée uniquement sur ce que bah, son audience, les gens qui le suivaient, lui ont proposé. Et il y a un truc, il y a un truc vraiment chouette et une opportunité aussi pour toi parce que en fait, bien sûr que tu as du contenu et je pense que tu auras du contenu pendant quelques années encore avec, J'en avec doute pas tes deux trop, ouais. loulous. Le deuxième Euh, commence à parler, donc ça va pas tarder à enchaîner. Euh, mais tu as, aussi, ouais, t'as aussi la possibilité de faire de la scénarisation partagée. Tu dis souvent sur les réseaux que tes scénaristes, c'est Tristan et Basile, tes deux Mm. fils. Mais en fait, tu pourrais avoir aussi bah, tous les parents du monde qui seraient tes scénaristes à travers leur propre vécu, et c'est vachement chouette, quoi. Et, Exactement, ouais. j'ai l'impression que tu as vraiment trouvé bah, une petite pépite de choses à partager qui peuvent être vraiment magnifiques, quoi. Ouais, c'est effectivement un fil sur lequel je pourrais tirer dans les mois à venir. Alors, je sais pas parce que j'ai plein d'idées de projets en tête qui sont pas forcément en rapport avec les petits mots, donc je sais pas par où je vais commencer. Mais c'est vrai que c'est tentant parce que avec tous les petits mots trop mignons qu'on m'a envoyés, ça me laisserait un peu sur ma faim de pas les utiliser, tu vois, pour en faire quelque chose. Donc pourquoi pas une version sous stéroïde de Petits beaux grandes aventures avec un million de scénaristes qui viennent mettre de l'eau dans le moulin. Donc je sais pas, à voir. Ça pourrait en tout cas être une possibilité, ouais. En tout cas, moi, si tu lances ça, je participe direct, hein. Je vais noter tous les petits mots de mon fils et
et te les faire passer Ah, ça me si, ferait si trop jamais plaisir, ça. ouais, carrément. Et alors, tu parles d'autres projets. J'ai cru lire à un moment que tu avais déjà pas mal de contenu pour faire limite un tome 2. Oui. Et tu as d'autres projets autour, du coup, pas forcément liés à Petit Mot Grandes Aventures, mais autour de ton activité d'illustrateur indépendant et même maintenant, bah, on peut le dire, hein, d'auteur de livres jeunesse. Il y a plein de choses. Et pareil, encore une fois, je ne saurais pas par où commencer, mais pour l'instant, j'ai vraiment la tête à Petits mots, grandes aventures et jusqu'à fin mai, ça va être ça. Mais pour la suite, alors je sais pas par où je vais commencer, mais j'ai envie de créer un jeu de société, j'ai envie de créer un magazine, j'ai envie de créer un événement autour de la littérature jeunesse. Il y a vraiment des idées qui fourmillent dans tous les sens. Et le problème, c'est que bah, les journées, elles font que 24 heures. Et il faut faire des choix. Et faire des choix, c'est pas forcément le truc le plus évident pour moi. Je suis quelqu'un d'assez indécis, donc j'essaye de prendre les choses une par une et, et de voir les choses en temps donné. Ouais. Ouais, donc pour le moment, vraiment, la priorité, c'est Petit Mot Grandes Aventures. On se focalise là-dessus. On voit ce que ça va donner d'ici Ouais, fin j'arrive mai. pas à faire deux choses à la fois, c'est terrible, hein. J'ai tendance à m'éparpiller un petit peu, à vouloir faire du multitasking et tout, et je me rends compte que c'est souvent du temps perdu plus qu'autre chose. Hmm. Et c'est pareil dans les projets, en fait. Il y a une expression qui dit quand tu cours après deux lièvres à la fois, t'en attrapes aucun, ou un truc comme ça. Ouais, C'est un peu l'idée, donc voilà, j'essaie de rester assez focus. ouais. Ok. Et alors, comment ça se passe justement cette campagne Ulule? T'en es où par rapport à tes objectifs de financement participatif, tes objectifs de vente? Alors, l'objectif initial était de 100 précommandes. Il a été atteint super rapidement en 3 jours. Donc, franchement, hyper satisfaisant comme démarrage. Et puis après, toutes les campagnes Ulule, en fait, fonctionnent un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que tu as beaucoup de commandes au début, beaucoup à la fin, mais tu as une espèce de vallée du désespoir en plein milieu, où c'est forcément beaucoup plus difficile de mobiliser les gens, parce que ceux qui voulaient absolument participer dès le début l'ont déjà fait. Ceux qui attendent le dernier moment, bah, attendent le dernier moment. Et il y en a un paquet. Et au milieu, ouais, c'est toute une période. Donc la campagne dure un peu plus de 30 jours. Donc là, on est dans cette espèce de creux de la vague. Donc aujourd'hui, on a 150 précommandes à peu près. Et mon objectif réel serait d'atteindre les 500, voire 1000 si je dévoile l'objectif hyper ambitieux, mais que je sais pas hors d'atteinte, mais qui demande à mobiliser des leviers un petit peu plus puissants que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux pour atteindre au moins les 500, ce qui semble encore possible aujourd'hui, et puis on verra. On a Quand, jusqu'au quand tu 22 mai pour ça. parles, quand tu parles de leviers plus puissants que ceux que tu as actionnés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça prenne plus d'ampleur? Le nerf de la guerre, c'est un petit peu la visibilité. Donc en fait, j'ai fait ce challenge là de 100 jours de publication quotidienne depuis début janvier qui m'a permis de commencer à créer vraiment une audience et une attente autour de ce projet-là. Pour autant, quand tu veux viser un grand public, c'est vrai que passer par de la publicité payante ou par des grands médias, ou, voilà, ça demande à mobiliser quand même pas mal d'énergie, pas mal de ressources, soit en temps, soit en finance, que j'ai pas forcément mobilisé aujourd'hui pour ce projet-là. Mais voilà, on fait au mieux avec les armes qu'on a sur le moment. Et bon, pour l'instant, je suis relativement satisfait aussi de la portée du projet. D'accord, donc il y a quand même ce questionnement-là à un moment, est-ce que tu vas passer par de la publicité payante pour atteindre un niveau de visibilité plus haut? Ouais, ce qui est délicat, c'est que il faut une marge suffisante aussi pour pouvoir se le permettre. Le coût d'acquisition d'un client avec de la pub payante est relativement élevé pour vendre un livre finalement. Et ça serait plus efficace pour un panier moyen plus élevé. Donc, euh, donc pour l'instant, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Euh, à voir pour d'autres projets. Ok, et tu as quand même la possibilité peut-être de passer par par des structures
qui ne ferait pas forcément de la publicité payante. Alors, ça demanderait sûrement plus de travail et d'investissement, mais je pense notamment à des librairies chez qui tu pourrais déposer des flyers, à qui tu pourrais envoyer des flyers aussi, des bibliothèques, des associations qui travaillent avec la parentalité. Il y a beaucoup, beaucoup de structures qui bossent autour de la parentalité, qui ont des financements publics par rapport à ça et qui pourraient soutenir et inviter à faire soutenir ton projet aussi. Ouais, complètement. Mais après, ce que tu dis, c'est le temps que ça demande aussi et la logistique. C'est vrai que les librairies, notamment, je fais assez peu de dépôt-vente parce que quand on est en auto-édition, on est tout seul, entre guillemets, pour gérer toute cette logistique-là. Et c'est pas forcément évident de ratisser large en termes de volume. Donc j'ai quelques librairies chez lesquelles, autour de chez moi, le livre est enfin, mes précédents livres sont disponibles. Mais c'est plus difficile de le faire à plus grande échelle géographique. Mais pour autant, oui, aller chercher tous les acteurs de la petite enfance et tout, ça pourrait être intéressant à activer pour multiplier la visibilité de Mm. ce projet. Alors, tu parles d'auto-édition, c'était une des questions que j'avais notées sur mon petit carnet là. J'ai plusieurs personnes dans mon réseau euh, publient ou cherchent à publier ou ont déjà publié des ouvrages. J'ai vu passer à plusieurs reprises ces questions existentielles des auteurs et autrices. Qu'est-ce qui vaut mieux? Aller chercher une maison d'édition, être en auto-édition? Comment tu fonctionnes, toi, et comment tu as fait ce choix? Mm. C'est vrai qu'il y a un peu deux écoles entre le système classique de passer par une maison d'édition et l'auto-édition, qui est de plus en plus plébiscité. Et souvent, on voit un peu l'auto-édition comme une roue de secours quand on n'arrive pas à trouver une maison d'édition. Et pour le coup, je le vois complètement différemment. Pour moi, c'est deux approches hyper différentes. Et l'auto-édition me convient à moi particulièrement parce que créer un livre, pour moi, c'est qu'une partie du travail en fait. Il y a créer le livre et créer toutes les conditions autour pour aller trouver le public qui lui correspond. Et moi, je peux pas me passer de cette partie-là. J'ai aussi ce côté marketing et communication qui est mon métier de base. Et ça me plaît tout autant en fait d'essayer de créer une communauté et de vendre entre guillemets mon livre que de le créer. L'acte de création n'est pas l'unique finalité du truc pour moi. C'est vraiment ouais, un projet d'ensemble. Et du coup, j'ai pas trop hésité. J'ai jamais cherché à taper aux portes des maisons d'édition parce que pour mon premier livre, comme je t'ai dit, c'était vraiment pour le plaisir et je voulais juste que le projet existe. Je voulais pas, je voulais que ça aille vite en fait. Je voulais un peu lâcher le côté perfectionniste que j'avais et je me suis dit sur ce projet c'est l'idéal parce que j'ai pas d'enjeu. Donc je peux me permettre de faire un truc qui sera pas parfait, ça sera très bien comme ça. Et ça m'a permis de le publier en l'espace de 6 mois entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où la campagne s'est terminée. Donc je suis vraiment content d'avoir fait ça parce que ça a aussi été un travail personnel pour moi de lâcher euh, le côté perfectionniste et à vouloir attendre que tout soit parfait avant de lancer les choses. Donc, c'est aussi un cheminement perso. Ok, alors j'ai quelques questions par rapport à ce principe d'auto-édition. C'est-à-dire que ça se passe comment pour toi? Tu envoies, enfin, tu fais imprimer la maquette de ton livre chez un imprimeur, tu commandes d'exemplaires et puis ensuite tu les envoies aux personnes qui ont acheté, qui ont commandé, ou est-ce que tu es sur un principe de print on demand comme le propose par exemple Amazon et d'autres Ouais, Amazon avec KDP. Ouais. Mais pour le coup, non, j'ai vraiment pris le parti de faire ce système de précommande pour pouvoir anticiper en fait un volume. Ça m'a permis de savoir dès le départ combien de gens attendaient le livre Mhm. et d'en prévoir un stock supplémentaire pour la suite. Donc l'idée, oui, d'anticiper un petit peu et d'imprimer un certain nombre d'exemplaires.
Donc là, j'ai un stock de chacun de mes deux premiers livres qui attendent dans la pièce d'à côté pour pouvoir en fait soit le vendre sur des dédicaces en librairie ou sur des salons du livre, des marchés de créateurs, etc. Ou continuer à vendre en ligne sur ma boutique. Euh, mais oui, je suis pas sur du print on demand comme on peut le faire sur Amazon KDP par exemple. C'est Ok. encore une approche un petit peu différente. Ouais, donc en fait, et là, l'objet de la campagne Ulule, est-ce que c'est de te permettre de faire quelque part une analyse de la demande et savoir combien tu vas balancer d'impressions en fait? Ouais, c'est ça, oui, c'est un petit peu finalement un test qu'on fait en taille réelle sur le marché. C'est OK, sur mon contenu gratuit, il y a eu une certaine attente et un engouement autour du projet. Maintenant, le livre existe. Mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les gens sont prêts à passer à l'acte pour acheter ou pas? Donc, ça permet d'évaluer un petit peu ça et ouais, d'avoir un regard un petit peu plus précis sur ce qui se passera pour la suite de la vie de ce livre. Et toi, tu as un seuil de rentabilité par rapport à ça? C'est-à-dire qu'en dessous de tel nombre de commandes, c'est pas intéressant et le projet tomberait à l'eau ou pas du tout? Ouais, bah c'est tout l'intérêt de mettre un minimum, en fait, un objectif minimum sur Ulule. C'est-à-dire que s'il atteint pas alors en l'occurrence, j'avais mis 100 précommandes, le projet peut pas exister. C'est-à-dire que tout le monde est remboursé et il se passe rien, c'est comme si, voilà, comme si ça n'avait pas existé. Donc là, je l'ai un petit peu abaissé parce qu'en réalité, oui, il me fallait à peu près 150 précommandes pour que le projet soit viable, euh, qui ne me coûte pas d'argent en tout cas. Et par contre, tout l'argent que je vais faire en plus de ces 150 précommandes va me permettre de générer vraiment un revenu. Mais il me fallait ces 150 précommandes pour atteindre le seuil de rentabilité, à peu près. Ok. Donc, ce qui veut dire que euh, même après le 22 mai, il y aura toujours la possibilité de trouver ton livre, tes livres, de pouvoir les commander hors campagne Ulule, de te rencontrer sur des salons du livre jeunesse. Tu vas continuer à faire vivre et à essayer de faire grandir la communauté autour de ce projet-là quand même, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est pas un one shot, ça s'arrête pas juste à la fin de la campagne. Au contraire, j'ai envie que les livres puissent avoir une vie après la campagne. Et je le vois bien avec les premiers, en fait, quand je me rends sur les salons et que les gens me découvrent à ce moment-là, bah, ils sont bien contents de voir le premier livre que j'ai publié et de pouvoir acheter les deux en même temps. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Ok. Et donc là, ta campagne se finit le 22 mai et tu as prévu d'envoyer les livres en juillet, c'est ça? Oui, à peu près. Alors, je n'ai pas une vue très précise sur le calendrier, ça va dépendre de pas mal de choses, mais oui, l'idée, c'est que dans l'été, les gens pourront recevoir le livre. Là, je suis en train de finaliser les dernières illustrations et commencer la mise en page du livre pour pouvoir l'envoyer en impression, en fait, dès que j'aurai mon nombre de précommandes. Donc oui, 22 mai, l'idée, c'est que le 23, je fais ma petite commande auprès de l'imprimeur et puis voilà. Et tu as une idée déjà de combien d'exemplaires tu vas... À peu Euh, près combien d'exemplaires tu vas commander? je vais pas trop me mouiller parce que j'attends la fin de la campagne pour voir comment ça réagit jusqu'au bout. Euh, L'idée, je serais très content de pouvoir en imprimer 1000, même si j'atteins pas les 1000 précommandes, mais d'en avoir suffisamment pour me dire bah, les 1000 pourront se vendre Hmm. à l'échelle de quelques mois, quelques années tout au plus euh, par la suite. C'est ce que Ok. j'avais fait en fait pour mon deuxième livre. J'en avais imprimé 1000, donc là il me reste un stock que je suis en train de continuer à écouler. Mais c'est vrai que pour le premier, j'avais vu un peu plus juste. J'avais fait à peine plus que ce que j'avais prévendu. Et je me suis rendu compte que en enchaînant les salons du livre, en enchaînant une deuxième campagne sur laquelle je proposais aussi un pack avec les deux livres, ça me permettait de continuer en fait à vendre le premier. Donc, Bah, clairement, moi, c'est exactement ce que tu décris là, le vécu qui a été le mien.
Je t'ai découvert début d'année 2025 à travers ton défi des 100 jours sans publication. Quand tu as ouvert ta campagne Ulule, je suis allé voir et j'ai dit, ben, ok, moi en fait ce que je veux, c'est les trois bouquins. Mm. J'étais, ça, ouais, ça a été l'occasion de te découvrir à travers ce prisme-là, que peut-être, bah, enfin, ça s'est passé comme ça. Moi, je t'ai pas rencontré avant. Alors, euh, est-ce qu'on n'était pas sur les mêmes réseaux de communication? C'est très probable. Euh, est-ce que ça, voilà, je suis pas allé chercher ces livres-là parce que j'avais une autre offre de livres pour mon fils qui m'était accessible. C'est très probable aussi, puisque des livres, bon, enfin, à la maison, il y en a des centaines et mon fils, sa chambre, il y a quasiment plus de livres que de jouets. Là, c'est vrai que bah, c'est venu prendre par un prisme différent, c'est-à-dire que c'est pas ma démarche, elle n'est pas d'aller acheter ce livre pour mon fils, elle est pour moi. Vraiment, parce que j'adore tes illustrations, j'adore ce que ça représente, et puis j'adore les émotions que ça suscite en moi en tant que papa. Euh, et à un moment, quand je suis sur ta fiche de campagne Ulule, je regarde et je dis, bah, je peux faire d'une pierre deux coups, c'est trop bien, je peux m'acheter un bouquin qui va me faire triper, et en plus que je vais pouvoir partager avec mon fils aussi sur certaines, voilà, sur certaines petites histoires. Mais en plus de ça, quelque part, je me dis, ah, mais trop bien. En plus de ça, je peux avoir deux bouquins de Mathieu que j'ai envie de soutenir dans sa démarche et tout, que je ne connaissais pas avant. Donc il y a vraiment cet effet un petit peu boule de neige. Et je vois ta démarche vraiment comme un cheminement qui prend du temps, mais plus ça avance et plus tu vas traîner derrière toi des gens qui sont convaincus par ce que tu fais. Tu vois, un peu l'image de Forrest Gump qui commence à courir tout seul là et puis qui finit sa course avec des milliers de personnes qui courent derrière lui, quoi. C'est un peu ça, ça. C'est vrai que, tu vois, c'était pas prémédité, mais, euh, mais en fait, petit à petit, comme tu dis, les gens continuent à me suivre parce que je parle de parentalité. Et il y a vraiment ce fil rouge un peu commun entre bah, mes premiers livres qui sont pour les enfants et celui-là, Petit mot, grandes aventures, bah, qui s'adresse plus aux parents pour le coup. Mais d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a pas mal de parents qui partagent des anecdotes avec leurs enfants et que ça les fait bien rire aussi. Donc c'est, tu vois, un deuxième effet qui se coule que j'avais pas prévu. Mais, euh, mais oui, à côté de ça, en même temps que j'ai lancé mon premier livre, j'ai commencé à créer une newsletter qui s'appelle Dessine-moi un moucheron, dans laquelle je parle de créativité, de parentalité. Et c'est autour de ça que c'est en train de fédérer vraiment une audience, une communauté avec qui je peux partager des choses sur, bah, sur mon quotidien de papa, sur ce que je tente avec mes enfants et qui fonctionne parfois, qui marche pas toujours. Enfin, et c'est un peu un retour d'expérience de ce que moi je vis et qui, encore une fois, peut avoir un côté parfois assez universel. Donc, ouais, dans les échecs comme dans les réussites, le fait de partager ça, ben, ouais, les gens me suivent pour ça et ça devient le fil rouge de mes projets, en fait, que j'avais vraiment pas anticipé. Je pensais pas que tous mes projets tourneraient autour de ma vie de papa, finalement. Pour moi, je dissocie un petit peu les deux au départ et je me rends compte qu'il y a une certaine évidence à les relier. Ouais, et bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, et j'en suis assez intimement convaincu. La parentalité, c'est compliqué. Je pense que c'est d'autant plus compliqué maintenant que le il y a une espèce de visibilité très forte avec bah, notamment Internet, les influenceurs à droite à gauche, et puis cette tendance naturelle chez l'être humain à se comparer. Et à dire oh là là, mais regarde cette famille là sur Insta, ce qu'ils font, ouah, c'est ouf et tout ça, machin. Putain, moi j'y arrive pas, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la thune, j'ai pas le temps. Et forcément, ça vient heurter les représentations qu'on a de soi en tant que parent. De fait, il y a d'initiatives qui se mettent, comme je te disais tout à l'heure, autour
des réseaux d'aide et d'accompagnement à la parentalité. Et il y a une réelle nécessité un petit peu de casser le mythe, enfin en tout cas une réelle nécessité sociale et politique, à mon sens, de casser les mythes de la famille standardisée, normalisée, limite parfaite, qu'on peut voir dans certains contextes, et de permettre des moments d'échange, mais aussi sur les difficultés qui sont rencontrées en tant que parent, et sortir de cette illusion tout édulcorée qu'on peut voir, je pense, notamment sur certains réseaux sociaux, quoi. Ouais, c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être super nocifs pour ça. Moi, je l'ai vraiment ressenti quand je suis devenu papa et que ouais, tu commences à consommer des contenus sur la parentalité et tu vois tous les conseils de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire. Ouais, comme tu dis, de la petite famille parfaite que tu as envie enfin, ouais, t'as envie de faire pareil. Et au final, tu te rends compte que c'est juste pas possible. C'est hyper mauvais de consommer ça à outrance. Et c'est un des retours que j'ai eu assez souvent suite à ma newsletter. C'est ce côté authentique où je mens pas sur la marchandise, Mm. où je dis quand ça devient trop, où c'est compliqué, où on galère à la maison, où on finit par crier alors qu'on a des principes d'éducation bienveillante, tu vois. Et en fait, c'est normal et j'ai envie de normaliser ça. Euh, alors pas le fait de crier sur ses enfants, c'est pas ce que je veux dire, mais d'un côté, ben ouais, on est tous humains en fait et on vit tous des trucs compliqués avec les enfants et on fait de notre mieux. Et c'est juste ça que j'ai envie de transmettre. On fait tous de notre mieux avec nos enfants et il n'y a pas de recette miracle. Je donne jamais de conseils à suivre sur la parentalité. Enfin, je m'en garde bien parce que moi-même, le premier, j'en chie des fois, tu vois. Mm. Donc, euh, Ouais, donc ça, c'est puis vraiment c'est un message important pour moi. Ouais. il y a un principe d'expérimentation qui est nécessaire, comme dans toute démarche où on apprend à faire voilà, à faire quelque chose, à développer de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être, de nouveaux savoirs absolus même. Il y a forcément ce principe d'expérimentation. Et en effet, bah, oui, je pense que ça arrive à tout parent, même le parent le plus bienveillant et positiviste possible, se retrouve par moment à crier parce que tu es fatigué, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie qui fait que, parce que tu as mal dormi, parce que tu es malade, parce que tu as une autre préoccupation en tête à ce moment-là. Et c'est important. C'est important de casser la surculpabilisation. Alors, c'est un exercice d'équilibriste quand même, parce que bah, faut à la fois permettre d'éviter de surculpabiliser, mais il faut pas non plus être dans la déculpabilisation totale qui viendrait à normaliser certains principes Bien sûr. éducatifs qui parfois sont Ouais. Mm. plus que border, quoi. Ouais. Mais je trouve ça intéressant quand tu parles d'expérimentation parce que, encore une fois, il n'y a pas une bonne façon d'être un bon papa ou une bonne maman. On a juste notre façon à nous. Et c'est en mettant à profit nos qualités, nos compétences naturelles qu'on va pouvoir adapter notre posture en tant que parent. Et ça, il n'y a pas 36 façons de le faire. Il y a juste à essayer des choses, à passer du temps avec les enfants. Et moi, c'est ce que je fais avec mon fils quand il y a une colère. Ben, ouais, je tente des trucs. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais je me dis, je suis quelqu'un de créatif et je peux mettre cette créativité à profit aussi pour passer au travers de ces tempêtes-là. Mm. Et, euh, et c'est ça que j'essaye aussi de transmettre dans ma newsletter. C'est mes expérimentations. Voilà, je vous en fais pas, vous en faites ce que vous voulez. Vous essayez, vous essayez pas. Si ça vous correspond très bien, sinon, trouvez votre façon de faire, en fait. C'est Et ça. le principe de ta newsletter qui est donc basé principalement sur des retours d'expérience et des témoignages de ton propre vécu dans le domaine de la parentalité, est-ce que tu as prévu à un moment d'en faire quelque chose, un livre, que ce soit édité d'une autre manière, ou est-ce que vraiment ta volonté c'est de garder ce principe de la newsletter? C'est pas exclu. Ça pourrait prendre la forme d'un livre, toujours de façon. En fait, j'aime bien allier le côté ludique et le côté utile.
dans tous les projets que je fais, hein. De façon générale, c'est quelque chose que j'adore. Mais la légèreté, la profondeur, tu vois, un petit peu le yin et le yang, et trouver un équilibre en fait entre toutes ces choses-là. Faire du drôle pour faire du drôle, ça m'intéresse pas forcément. Par contre, faire du drôle pour peut-être semer une graine et faire réfléchir les gens, ça, je trouve ça hyper pertinent. Euh, donc oui, pourquoi pas un projet autour de tout ça, de livres ou de magazines, tu vois, je parlais de magazines tout à l'heure, Mm. ça pourrait être une idée aussi, un magazine qui s'adresse à la fois, enfin, en partie aux parents, en partie aux enfants. Euh, Ça pourrait être, ouais, ça pourrait être une idée que j'aurais envie de suivre. Et un truc que tu porterais seul ou est-ce que tu envisages une dimension collective et de réseau autour de ce potentiel projet-là? Pour le coup, ça serait plutôt collectif, je pense, parce que je pense pas avoir les épaules pour porter ça tout seul. C'est peut-être un projet qui me dépasse un petit peu aussi, et c'est aussi quelque chose qui me manque parfois, le côté collaboration dans mes projets. Il y a un côté de moi où j'adore bosser tout seul dans ma grotte, mais en même temps, il y a un moment où j'ai besoin de revenir aussi à des connexions humaines, et avoir un projet commun avec d'autres personnes, ça pourrait vraiment me botter. Donc là, pour l'instant, c'est encore à l'état d'embryon. J'ai ça dans un petit coin de la tête et je sais pas ce que je vais en faire. Mais je doute pas que oui, je trouverai là où les bonnes personnes pour bosser sur ce sujet, clairement. Parce que c'est une vraie question qu'on rencontre souvent hein, quand on interagit avec des personnes qui ont un travail d'indépendant. euh, qui se retrouve aussi de plus en plus chez les personnes salariées et qui ont une grande partie en télétravail, hein. Cette question-là de la solitude, et je pense que c'est d'autant plus flagrant dans un métier comme le tien d'illustrateur, où il y a un métier de création et où tu es voilà, sur ton truc en tant qu'artiste créateur tout seul. Alors moi, je suis indé, mais dans mes pratiques professionnelles, dans ce que je propose, dans mes prestats, euh, j'ai beaucoup d'interactions avec des gens au final. Là, tu vois, je reviens de 3 jours de formation où j'étais avec 15 stagiaires. Tu vois. J'ai créé des liens, j'ai pris mon petit bain social. Hop, hop, je retourne dans ma grotte. Là, je suis bien pour hiberner un peu, recharger les batteries sociales. Mais je me sens pas particulièrement isolé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des métiers, notamment dans la création, qui peuvent se sentir extrêmement isolés. Ouais, Et ben, pour le coup, t'en je l'ai penses- vécu aussi. Ouais. Tu vois, pendant les 8 premières années, on va dire, où j'étais en freelance, j'étais vraiment ce créatif qui bosse dans son coin. Euh, Même si j'essayais de trouver ouais, d'autres freelances pour bosser en commun sur des projets de temps en temps, bah, finalement, j'étais quand même assez isolé. Et j'ai découvert Kylian Talin, qui est créateur de l'Anti-Business Club, qui est une communauté en ligne, en fait, qui regroupe beaucoup d'entrepreneurs. Et ça m'a permis vraiment de sortir de cette solitude, pour le coup, de trouver des groupes de responsabilité, des binômes de responsabilité, des gens avec qui j'échange très régulièrement, toutes les semaines avec certains. Euh, et ça m'a permis ouais, de retrouver cette dimension collective que j'avais vraiment perdue. Euh, et ça me manquait sans que je le... Tu vois, je mettais pas forcément des mots dessus à l'époque. Mm. Mais par contre, quand j'ai rejoint cette communauté, je me suis dit, ah ouais, mais j'ai vécu 8 ans sans ça. Mais comment j'ai fait en fait? Mm. Euh, Parce que j'ai beau être un introverti, et à un moment donné, ouais, j'ai besoin de ces connexions. Et le fait de faire ça, ben, au final, il y a des gens avec qui je bosse, il y a des gens avec qui je suis devenu vraiment ami. Et ça a tout changé pour moi. Mm. Ouais, j'avais un échange récemment avec un copain qui s'est retrouvé à bosser enfin, qui bosse dans l'audiovisuel et qui s'est retrouvé à bosser tout seul depuis chez lui pendant très longtemps et qui, à un moment, s'est dit, OK, j'ai besoin de changer de mode de fonctionnement et qui allait se mettre dans un espace de coworking Mm. pour travailler. On échangeait parce que moi, je lui disais, j'arrive pas à me projeter là-dedans, tu vois, moi, un espace comme ça où déjà, il faudrait sortir de chez moi puis être
dans l'interaction, dans le bruit, dans les gens qui bougent autour de moi, je peux être facilement distrait par certaines choses. Merci le TDAH. Tu vois, j'arrivais pas à comprendre. Et en fait, il m'a expliqué que pour lui, c'était un véritable enjeu de santé mentale et qu'il Mm. avait vu, il est resté à peu près 8 ans comme toi, tu vois, à être isolé chez lui. Et où il se rendait compte, il me disait, ma femme, quand elle rentrait, elle avait juste envie de se mettre dans le canapé tu vois, d'être à la maison et de souffler un peu. Puis moi qui avais passé toute la journée à la maison, j'avais envie de sortir, d'aller voir des potes, de faire des trucs. Donc on vivait déjà sur un rythme Décalage, ouais. décalé. Et il m'a dit qu'il y avait eu vraiment des impacts sur ses capacités cognitives. Il m'a dit, au sortir de ses 8 ans, j'étais incapable de retenir un prénom. Les gens venaient, ils me disaient, ouais, je m'appelle un tel, et dans les 10 secondes, je l'avais oublié, parce que en étant enfermé chez moi, hop, un fonctionnement du cerveau qui était plus sollicité et qui s'est un petit peu perdu et qu'il a fallu qu'il réexerce au sortir de cette période-là. Et il y a, ouais, il y a vraiment je pense cette importance à avoir des moments où on est en interaction avec d'autres, même si c'est pas forcément pour co-construire, mais en tout cas où on est en interaction avec d'autres et chacun bosse sur son truc, mais en tout cas on est là, on peut échanger, on peut, tu vois, c'est le principe de co-régulation et je trouve ça assez important quand même. Ouais. Ouais. C'est hyper intéressant tout ce que tu racontes et en même temps, cette histoire, elle m'étonne pas beaucoup, tu vois. Je ressens assez bien ce truc et ouais, ça me parle, Mm. carrément. Et en même temps, tu vois, tu parles de bosser en espace de coworking, c'est un truc pareil, ça me conviendrait pas forcément. Un petit peu comme dans ton témoignage, je pense que je serais trop facilement happé par tout ce qui se passe autour, à vouloir papillonner et tout. Donc, j'ai besoin de ces moments où je travaille un peu dans ma bulle. Mais pour autant, je pense que j'ai trouvé le bon compromis en Mm. ayant ouais, ces groupes de responsabilité et en sachant il y a des gens autour de moi sur qui je peux compter pour parler d'entrepreneuriat. Ce que j'ai pas forcément dans mon entourage proche. Et tu vois, c'est normal aussi, c'est une bulle différente. Donc, je pense que c'est un équilibre à trouver et là encore, chacun sien en fait. Chacun, ça passe encore une fois par l'expérimentation et voir ce qui nous correspond à chacun. Mm. On va changer un peu d'axe de discussion. Quand je te présentais dans le texte d'intro, je disais de toi que je te considérais comme un génie du marketing dans sa dimension humaine. À un moment là dans la discussion, tu as aussi dit que c'était une partie de ton ADN professionnel, la communication, le marketing. Euh, Là, récemment, tu as eu un coup de génie, un coup de maître, à mon sens. Et alors, on le voit pour celles et ceux qui regarderont cet épisode sur YouTube, vous pourrez voir que derrière Mathieu se cache Tigrou et des petits doudous, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, pour nos auditeurs et auditrices, euh, ce qui s'est passé, comment tu l'as mis en place, puis surtout comment tu l'as imaginé, comment ça t'est venu à l'esprit? Je trouve ça mais formidable. J'ai envie de te dire que j'ai rien préparé, je l'ai subi en fait. Mon compte s'est fait pirater par Poupim, le doudou de mon fils, et j'y peux rien. Non, l'histoire autour de ça, donc oui, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, j'ai fait un post LinkedIn sur lequel ouais, Poupim, donc le petit lapin de mon fils, a pris le contrôle de mon compte en expliquant que voilà, c'était lui désormais qui allait publier, etc. Donc c'était un jour avant le lancement de la campagne de financement pour mon livre. Et la petite histoire, c'est que je l'avais pas du tout prévu, pas du tout anticipé. Parce que je m'étais mis dans mon calendrier édito 5 jours avant le lancement. Donc, en fait, j'ai publié pendant 100 jours des illustrations de livres. Et puis après, j'avais prévu 5 jours de tampon entre la fin de ce challenge et le début de la campagne, en me disant que j'allais parler de certaines choses. Donc, j'avais prévu 4 jours sur les 5. Et arrivé le cinquième jour, je me suis dit, mince, mais je sais plus de quoi parler pour le cinquième.
Bon, bah, je vais peut-être parler des packs qu'il va y avoir sur Ulule, donc le livre, le marque-page, le ticket chance dont j'ai parlé tout à l'heure. Je me suis dit que c'est quand même pas très fun de faire ça et ça me ressemble pas, quoi. Donc je me suis dit comment je peux rendre ça un peu plus rigolo. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que je pourrais faire une BD dans laquelle, bah, finalement, c'est les doudous de mes fils qui prennent la parole pour expliquer, voilà, les packs qu'il y aura à partir de demain en vente sur Ulule. Je me suis dit, oui, bon, pourquoi pas, c'est déjà un petit peu mieux. Et je me suis dit, bah, quitte à les faire parler, pourquoi est-ce qu'ils ne prendraient pas carrément le contrôle de l'opération euh, en se faisant passer pour bah, des doudous qui peuvent parler, qui peuvent écrire et ouais, qui prennent le contrôle à 100%. Donc je me suis retrouvé à écrire ce post un petit peu perché ouais, d'un doudou pirate qui veut absolument parler de la campagne de financement participatif de Petits mots, grandes aventures. Et puis voilà, ouais, c'était pas du tout prévu. Et comme tu dis, après, je me suis amusé de ça. Et ce qui fait que bah, pendant la campagne, je continue à m'en servir en fait. Les doudous sont devenus un petit peu un running gag dont je me sers, notamment avec les doudous ambassadeurs. Donc j'ai proposé aux gens d'utiliser les doudous de leurs enfants aussi pour bah, faire un post un petit peu de la même façon pour promouvoir le projet. Et voilà, ça suit son cours comme ça. Ouais, il y a ces doudous ambassadeurs sur lesquels on va revenir brièvement aussi. Puis il y a les JT des doudous. Les journaux télévisés, ouais, moi, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je me bidonne devant, bah, voir Tigrou justement qui fait la présentation du JT et Sourisette qui est envoyé spécial sur le terrain. Exactement. Et bien tu vois, pour le coup, encore une fois, ça c'est quelque chose qui était absolument pas prévu. Je suis vraiment dans l'improvisation sur ce moment-là. Euh, le premier JT, je l'ai fait le jour du lancement parce que je devais lancer la campagne à 9 h le matin. Et j'ai été un peu planté par Ulule qui a pas validé la page de vente à temps. Donc il a eu le temps pour le faire, mais c'était un peu, voilà, il y a eu un petit couac de ce côté-là. Donc entre 9 h et 13 h, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour combler un petit peu et expliquer aux gens qui étaient en attente du lancement bah, voilà, ce qui est en train de se passer et être un peu transparent sur la situation. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris les doudous, je me suis dit, bon, on va faire un JT en expliquant, bah voilà, on est sans nouvelles du LUL, on sait pas trop quoi faire. On est sur, donc il y a Sourisette effectivement qui est en envoyé spécial sur le terrain et qui décrivait l'ambiance électrique et un petit peu tendue. Alors, un petit peu un grand n'importe quoi, mais c'est aussi ce qui faisait la saveur du truc. Donc voilà, j'ai refait un JT une semaine après pour faire un point sur la campagne et il y en aura d'autres d'ici Ah, sur mai, ouais. super, je me réjouis d'avance. Et tu as lancé, et j'ai trouvé ça génial aussi, hein, cette manière que tu as eue d'un délire un peu en improvisation, comme ça, avec les doudous, et tu as réussi à tricoter plein de trucs. Bah alors, il y a eu, on le rappelle, hein, cette prise d'otage de ton compte LinkedIn par Poupim, où tu as été jusqu'à changer ton nom sur Ouais, LinkedIn. j'ai pris un Tu risque hein, parce que l'avais je me suis dit c'est un coup à se faire bloquer le compte. Parce que j'avais créé un deuxième compte en plus pour Blaise, donc le deuxième doudou, le petit Ouais. renard. Donc il avait son compte Blaise Matona avec sa photo de profil de renard, etc. Je lui avais fait tout un parcours. Il était allé à l'université de la gigoteuse. Enfin voilà, tout un navire comme ça. Et pour le coup, quelques jours après, j'ai reçu une notification de LinkedIn qui me demandait une carte d'identité pour valider le compte parce qu'il voyait qu'il y avait une activité un peu suspecte. Donc j'ai dû supprimer ce compte-là. Voilà, c'est un coup marketing qui n'a pas fonctionné, Ouais. pas sur le long terme en tout cas. Mais oui, je me suis dit que c'était peut-être un risque aussi de changer ma photo de profil et mon nom sur LinkedIn avec celui d'un doudou, mais c'est passé. Oui, bon, ça a été limité dans le temps, ça a duré Ouais. 24 heures, même Ça a duré pas. un peu plus de 24 heures, ouais. Et donc, il y a eu cette prise d'otage de ton compte par Poupim. Il y a eu les JT présentés par Tigrou et Sourisette. Et aujourd'hui, tu as demandé d'avoir 100 ambassadeurs, 100 doudous ambassadeurs en France, à travers les différents départements, pour faire la promotion de ton projet, fédérer les troupes. Et j'ai l'impression que ça marche quand même pas mal, hein, moi, de ce que j'en Ouais. ai vu. Il y a pas mal de monde dans mon réseau qui se sont mis à faire ça.
Je garde ça sous le coude, hein, très prochainement, J'attends de voir ça. il va y avoir une publication avec les innombrables doudous de mon fils. Je pense, je suis en train de travailler la question. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais lancer une dynamique de réseau des doudous ambassadeurs? Où ça en est de cette dynamique? Est-ce que tu tiens un peu les comptes, tout ça, machin? Et qu'est-ce que tu attends de ça concrètement? Alors, encore une fois, un hasard hein, et un truc pas prévu, toujours de l'improvisation. C'est parti du fait que Tom, pour pas le citer, a fait une publication avec le doudou de son fils qui s'appelle Roquefort. Trop mignon. Euh, C'était absolument pas. Enfin, moi, je n'étais pas au courant de ça. Il a fait cette publication un jour en disant, bah voilà, je suis Roquefort et je prends le contrôle du compte de Tom pour parler du projet Petits mots grandes aventures de Mathieu Matana. Je me suis réveillé, j'ai vu ça, je dis, oh, what? Trop bien. J'ai trouvé ça trop drôle. Et je me suis dit, enfin, j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y a des gens qui étaient prêts à me suivre dans mes délires au point de parler de mon projet d'eux-mêmes sans que je leur demande. Et je me suis dit, mais c'est quand même un truc absolument génial. Moi qui suis en recherche de visibilité pour ce projet-là, en fait, j'ai une possibilité là qui est assez énorme. Donc j'ai fait un post moi de mon côté en expliquant aux gens que je cherchais n'importe quoi, une armée de 100 doudous pour porter ce projet de Petits mots grandes aventures à un niveau local. C'est-à-dire, l'idée c'était d'avoir un doudou dans chaque département de France qui parle localement autour de lui de Petits mots grandes aventures. Et dans l'idée d'avoir 10 commandes dans chaque département pour arriver au fameux 1000 dont je parlais tout à l'heure, objectif ambitieux. Et du coup, voilà, j'ai fait cet appel-là et il y a une bonne vingtaine de personnes qui ont répondu, qui étaient prêtes à utiliser les doudous pour mener cette attaque pirate sur LinkedIn. Donc voilà, il faut que je continue à suivre un petit peu le truc pour proposer de nouvelles actions et voir ce que ça peut donner. Mais c'est hyper intéressant. Ouais, j'ai eu plein de retours hyper sympas là-dessus. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment de multiplier les forces pour diviser l'ampleur de la tâche, en fait, hein. Ouais, bah, disons que je suis parti du principe que 1000 commandes, c'était, comme je le disais, hyper ambitieux et que je pourrais pas y arriver tout seul, en fait. J'ai pas un réseau de 1000 personnes prêtes à me suivre sur ce délire-là. Par contre, si j'arrive à en trouver 100, ce qui est déjà plus raisonnable, qui elles-mêmes pouvaient trouver 10 personnes autour d'elles qui pourraient être intéressées, bah, ça pourrait être une porte d'entrée plutôt intéressante. Donc ouais, j'ai essayé d'activer ça. Et ça amène quelques résultats et je pense que ça mérite d'être creusé encore un peu davantage parce que je sens qu'il y a une idée qui est intéressante. Ouais. Mm. Ouais, c'est une idée très très chouette, je trouve, ce concept des ambassadeurs et qui donne l'impression à son échelle de pouvoir soutenir ton projet avec ce qui est à notre portée et ce qu'on est capable de faire. Alors évidemment, moi j'ai participé à la campagne Ulule. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Et je me suis dit, mince, mais comment est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Parce que j'y crois. J'y crois vraiment dans ton projet. Je prends un plaisir de dingue à lire les petits mots, grandes aventures que tu proposes. Et, euh, et j'avais vraiment envie hein, de m'investir, de soutenir ce projet. D'où la proposition d'invitation sur Terra Incognita, qui est une, une possibilité voilà, avec ce que je fais et ce que je propose à mon audience, de pouvoir parler un petit peu de ce que tu fais et de ce que tu proposes toi. Évidemment, hein, les doudous ambassadeurs, comme je le disais à l'instant, vont venir sur mon compte LinkedIn et probablement sur d'autres plateformes sur lesquelles je m'exprime aussi. J'essaye d'envoyer hein, régulièrement des gens en me disant, ah, bah, tiens, telle personne, ça pourrait la botter. J'envoie le lien en me disant, allez, ça peut le faire, ça peut faire du monde. Et, euh, Et je trouve ça super chouette parce qu'on passe sur une autre dimension. Je suis pas
je suis pas juste consommateur en fait du projet, j'en deviens aussi acteur Ouais. par le principe d'ambassade. Je deviens acteur et il y a un côté militant vraiment. Moi, je crois en ce projet. J'ai envie de le soutenir à fond. Donc, je fais quelque chose de plus que de faire chauffer la CB sur Ulule pour commander le pack de livres. Et bah, c'est hyper gratifiant. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Je Mm. me sens fier et puis content. Puis quelque part, il y a aussi, tu vois, un système de confiance. En m'invitant à faire ça, tu me fais confiance pour vendre ton produit. Et c'est vachement chouette, quoi. Mm. Ouais, et encore une fois, ça part vraiment d'une demande des gens, tu vois. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait cette même réflexion que toi, de se dire, bah, j'ai commandé ton livre, qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait? Parce que j'ai envie que ton projet, il prenne de l'ampleur. Qu'est-ce que je peux faire de plus à mon niveau pour t'aider? Et je serais un peu bête de refuser ça, tu vois. Enfin, c'est quand même génial de se dire que les gens sont prêts à ce point à me suivre et à me soutenir. Donc, les ambassadeurs, ouais, c'était la façon que j'ai trouvé aussi d'impliquer les gens. Et c'est aussi, je pense, le résultat d'une espèce euh, de ma façon de voir le marketing, en fait. Le marketing, souvent, on voit ça comme un truc un peu négatif, un peu péjoratif. Et pour moi, le marketing, ça peut être hyper humain et ça peut justement engendrer des connexions comme c'est en train de le faire là. Là, il y a plein de parents qui sont en train de se connecter entre eux autour d'un même projet, Petits mots, grandes aventures. Enfin, moi, je demande pas mieux. Tu vois, au-delà de mon livre, il y a un truc beaucoup plus grand et qui me dépasse. Et là, je suis en train de réfléchir même à faire un événement local sur Limoges suite à la campagne pour rassembler des gens entre eux avec les enfants pour qu'on puisse ouais, avoir un temps d'échange entre parents et ça peut être hyper enrichissant. Donc ouais, il y a ce côté-là où je suis pas là pour vendre un livre, je suis là pour vendre une philosophie aussi et quelque chose de beaucoup plus grand que ça Mm. et que je Ouais, peux pas porter tout seul et chacun en fait dans ce réseau de parents sera acteur de la chose. je suis entièrement d'accord avec toi, hein, cette vision du marketing agressif, intrusif, voilà, qui est un peu la norme, en tout cas ce qu'on voit le plus fréquemment bah, quand on se lance là-dedans. Moi, ça a été une vraie réflexion au début de mon activité entrepreneuriale, hein, de me dire, ok, oui. Il y a la nécessité de faire du marketing, pour exister, pour être vu, donc Mm. pour exister, pour pouvoir vendre mes prestations. C'est une condition sine qua non. Pour autant, il était hors de question pour moi d'être sur les messages automatisés avec l'intelligence artificielle, là où je ne crée pas vraiment de lien, mais je cherche juste à vendre un truc. C'était hors de question de faire un piège à con avec l'envoi du newsletter. Je suis encore en train de travailler sur cette question-là, mais pour être vraiment dans une démarche d'abonnement à une newsletter de manière volontaire et éthique, et pas un truc où, ah, si tu veux avoir ça, rentre ton adresse mail, et puis à partir de là, tu reçois des mails toutes les semaines alors que tu n'as rien demandé, quoi. Je voulais pas non plus être sur le truc, tu vois, qu'on entend très souvent, ah, trouve la blessure de ton audience va remuer le couteau dans la plaie, c'est comme ça qu'ils vont venir acheter tes produits. Bah non, oui, on a des blessures, oui, entre autres, j'ai envie de travailler sur ces questions épineuses, mais pas en jetant du gros sel sur la plaie, quoi. C'est hors de question de fonctionner comme ça. Ouais, sinon ça devient de la manipulation qui peut être hyper malsaine pour le coup, Mm. et c'est vraiment tout ce que j'ai envie d'éviter, ouais. Ouais, ouais. Et cette dimension-là, ce travail de marketing dans sa dimension humaine que tu fais, pour moi, c'est hyper inspirant aussi d'un point de vue professionnel. Je trouve ça génial et surtout, je trouve ça très très beau et Bah, inspirant. Et bah merci, mais c'est vrai qu'à titre perso, moi je trouve ça hyper, enfin c'est beaucoup plus sympa à faire, tu vois, que juste, ouais, de la com pure et dure, froide et institutionnelle. Hmm. C'est aussi pour ça que je quitte mes projets clients petit à petit, parce que je faisais un peu trop de ça et ça me convenait pas, ça me ressemblait pas.
Là, je suis arrivé sur LinkedIn en ayant un ton complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur la plateforme. J'ai essayé d'arriver un peu avec mon humour, avec ma personnalité, et de pas me poser des questions de quels sont les codes de la plateforme qu'il faut absolument que je suive, tu vois. Et je crois que c'est justement ce qui a résonné avec beaucoup de monde. J'ai eu une croissance intéressante sur LinkedIn grâce à cet angle-là, où je me suis dit, bah, on a beau être sur un réseau pro, on reste des humains et on a le droit de rigoler, on a le droit de parler de tout et de rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens finalement qui sont dans cette mouvance-là aujourd'hui. Et c'est vachement cool, franchement. Et tu avais lancé une autre idée au niveau de la visualisation des gens qui soutenaient ton projet. Tu avais fait un post avec une carte Ouais. où tu avais dit, ah, mettez en commentaire le département d'où vous êtes. Et ça en est où, ça? C'en est où? Bah, je continue à tenir le compte tous les jours. Donc forcément, les départements changent de couleur un peu moins vite qu'au début, mais on a déjà plus de la moitié des départements qui sont colorés. En fait, c'est une idée que j'avais vue d'une créatrice, je crois que c'était une créatrice de bijoux sur Instagram, ou quelque chose comme ça, qui mettait une couleur à chaque fois qu'il y avait une commande dans un département de France. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça le temps de la campagne pour Petits mots, grandes aventures. Et ça renforce aussi le côté implication dont on parlait. J'ai envie que mon département change de couleur, donc je vais commander. Enfin, c'est un peu une grosse ficelle, tu vois, mais et je force le trait en disant ça. Mais ouais, c'est aussi pour impliquer les gens et leur donner envie de contribuer au projet. Ok. Alors vas-y, balance un peu, c'est quoi les départements où il y a le plus de commandes et les départements où il y Alors, en a pas du tout? le plus de cons, je peux le dire, c'est la Haute-Vienne. Je suis à Limoges, donc il y a une certaine logique aussi qu'au niveau local, c'est un peu plus mobilisé. Et après, on a encore une quarantaine de départements, je crois, qui n'ont pas commandé. Donc, eux, je pense que je vais les blacklister et je partirai pas en vacances chez eux. Je vois que Ouais, ça. très, Ouais. très, très bonne idée. Très bonne Ouais. idée. Bon, et à part la Haute-Vienne qui est en deuxième position, À part troisième la position, t'as un podium? Haute-Vienne, que je dise pas de bêtises, je crois qu'on a le Nord qui est bien placé. On doit avoir la Haute-Garonne. Ouais. L'Isère est pas mal aussi, il me semble. Et Paris. Ouais. Paris et le Paris, 9-4. Paris, il y a du monde, Je dis hein, pas de donc bêtises. Ouais. ok. Ok, Voilà. ok. Donc, on les remercie. Bah ouais, merci à tout le monde. Et puis, les départements qui sont pas encore représentés, hein, c'est le Ouais. moment de vous bouger un C'est peu une là, question hein. de fierté régionale là derrière. Ben, exactement, exactement. Il y a le soutien territorial à un projet d'une plus grande envergure. Donc, si vous voulez pas que, encore une fois, Paris prenne toute la lumière, Ouais. il, il est temps de sortir un petit peu. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la question, en tout cas à l'heure actuelle. Est-ce que tu as d'autres choses, toi, à rajouter par rapport à ce projet que tu aimerais partager? Écoute, pas particulièrement, je pense qu'on a bien parlé en long, en large, en travers, donc merci pour cette opportunité en tout cas, c'était cool. Ben, avec un immense plaisir. Vraiment, moi, je ne peux qu'inciter les personnes qui vont nous écouter à, à aller participer à la campagne Ulule. On vous mettra le lien autour de l'épisode du podcast, sur les publications sur les réseaux sociaux, sur mon site internet. Voilà, n'hésitez pas. Euh, la participation n'est pas limitée au territoire français aussi, hein. Je sais que nous avons des Mm. amis canadiens, belges, luxembourgeois, suisses qui nous écoutent aussi. Vous avez le droit de commander, hein, le pack de livres. Bah, je vous invite à le faire parce que si le projet peut dépasser les frontières, ça serait encore plus chouette. Merci infiniment, Mathieu, d'être venu au micro de Terrain Incognita aujourd'hui. C'était un Et réel plaisir d'échanger avec toi. merci à toi encore une fois, vraiment, vraiment chouette. Je vais conclure avec ce que j'ai dit au début, ça me permet d'étendre vraiment ma zone de confort, donc trop bien.
Super, super. J'espère que à l'échelle de ce que je peux faire, cet épisode va booster un petit peu les participations. En tout cas, j'ai vraiment hâte, mais t'imagines pas quoi. J'ai l'impression que normalement c'est à Noël qu'on attend ça, mais j'ai très hâte du mois de juillet là et de recevoir le pack Oh, que j'ai commandé. Je me replonge en enfance, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'être le gamin qui a fait sa commande au Père Noël et qui dit ah, allez, c'est bientôt le mois de juillet, je vais bientôt recevoir le pack. Ça trop d'ailleurs, bien. c'est une idée, tu pourrais faire un calendrier de l'Avent de l'envoi de l'envoi des livres une fois la campagne terminée. Carrément. C'est vrai. Ça pourrait être une idée, ouais. On en reparlera. On garde ça sous le coude. Ouais, carrément. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous invite vraiment à aller découvrir le profil de Mathieu sur les réseaux sociaux, à découvrir son projet via son site, via la campagne Ulule, à le soutenir si vous le voulez, si vous le pouvez. En attendant, Terra Incognita, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Surtout, prenez soin de vous. Mathieu, merci encore. Merci à Et toi, Florian. à très bientôt Merci à tous. sur les réseaux et autour de ton projet. Merci. Terra Incognita, c'est fini pour aujourd'hui.